Bernard Jeanjean. Bonjour. Ravie de vous accueillir dans notre web émission et podcast l'Entertainment Lab by Newton Studio. Donc, avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on a pu étudier pour cette émission un peu ta filmographie et j'ai pu voir que tu avais différentes casquettes. J'étais passée du réalisateur au scénariste à l'acteur. Tu as même écrit des BD. Pourquoi ce besoin de toucher à tout ? Je me posais la question souvent et en fait ce que j'ai remarqué, ce qui me définissait le plus dans mon ADN, c'est que j'adore raconter des histoires en fait. Depuis que je suis tout petit, je pense que j'étais quelqu'un de très timide et donc j'avais besoin comme ça de faire quelque chose. Et la façon de me connecter aux autres, ça passait beaucoup par l'imaginaire. Et raconter des histoires, ça a été vraiment ma survie psychique et le moyen de rentrer en lien avec les autres vraiment. Et du coup, je l'ai fait en jouant, mais très vite, en même temps que je jouais, ça ne me suffisait pas. Il fallait que je mette en scène aussi en même temps, que je dirige, et puis surtout que je joue mes propres histoires. Donc tout ça s'est mêlé en même temps. Et puis la vie a fait qu'il y a des moments, j'ai plus écrit, d'autres fois j'ai réalisé ou j'ai écrit ce que j'ai réalisé, des fois j'ai mis en BD, des fois. Et ça m'a permis surtout de rencontrer plein de gens différents et de travailler sur plein de supports différents. Ce qui m'intéresse aussi, parce que ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens aussi. Le texte étant un prétexte aussi. Voilà. D'accord. Et comment tu adaptes ton écriture quand c'est un script pour un long métrage ou quand ça va être une BD ou autre? J'ai vu même que tu écrivais une pièce de théâtre pour ta femme aussi. Voilà, comment tu adaptes ton écriture par rapport à tous ces sujets? En fait, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai fait une école de théâtre en tant que comédien, mais j'ai pas fait d'école d'écriture. À l'époque, ça n'existait pas. Il y avait très peu, il y avait juste le conservatoire, mais il n'y avait rien, il y avait la FEMIS, mais maintenant il y a beaucoup de conservatoires d'écriture, ça existe. Donc on était un peu des autodidactes, moi j'ai vraiment écrit sur le tas, comme d'ailleurs j'ai appris à réaliser aussi sur le tas. J'avais juste une petite idée je me suis dit il faut s'entourer de gens meilleurs que toi. Voilà. Donc j'ai appris avec des gens qui étaient meilleurs que moi. Et je pense que c'est une bonne. Faut toujours faire des choses avec les gens mieux que soi. Comme ça, on apprend. Et donc, je me suis adapté. Donc, pour le théâtre, j'ai travaillé avec quelqu'un qui savait le faire. Voilà. Donc, pour le cinéma, c'est pareil. Pour la télévision, à chaque fois, j'ai expérimenté. J'ai pris des risques. Je suis sorti de ma zone de confort. Et puis, j'ai fait. Et puis, ça s'est bien passé, en fait, en général. Mais c'est sûr qu'il faut prendre des risques, c'est sûr. C'est OK. Et aussi, donc nous étant passionnés de storytelling chez Newton Studio, on a parcouru donc ta filmographie, notamment en tant que réalisateur. Ouais. Donc, Je me sens pas belle, Une folle envie, Je veux pas que tu t'en ailles. Et on a remarqué que le point commun de tous tes films, c'était que ton personnage principal a une névrose, une grosse névrose, oui, est plutôt névrosé, un peu à la Woody Allen. C'est vrai, j'allais le dire. Là. Et pour toi, finalement, la névrose, ça doit être placé au cœur de ton histoire pour que ça soit une bonne histoire? Alors, en fait, je sais pas, la névrose certainement. Moi, je suis féru de développement personnel, comme beaucoup de gens. Des fois, pour rigoler, je dis de développement durable. Je trouve ça marrant. Voilà, ça me fait rire que moi d'ailleurs. Mais bon. Voilà, c'est bien. Voilà. Et en fait, la façon dont me viennent les histoires, en fait, je vais en parler de deux façons. Il y a la façon dont me viennent les histoires, et puis mon choix de personnage. En général, moi, j'aime bien les histoires où il y a un secret, où les gens ont quelque chose à cacher, souvent pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, mais en tout cas, ça permet d'avoir un deuxième niveau de lecture, d'avoir du sous-entendu, du sous-texte, et c'est ce que j'aime. Par exemple, ma série française préférée, c'est Le Bureau des légendes. C'est pas pour rien, puisque c'est des gens qui mentent tout le temps. Et on ne sait pas, en fait, ils vivent une espèce de tragédie intime, puisque c'est aussi une histoire d'amour. En fait, c'est une grande romance. Si on regarde bien Le Bureau des légendes, je suppose que tu connais. Oui, je connais. Et en fait, finalement, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre de façon authentique. On ne sait jamais s'ils mentent ou pas. Et eux, ils ne peuvent jamais dire la vérité. Donc c'est à la fois tragique, mais nous, en tant que spectateurs, on est obligé de se faire notre propre film. Il y a quelque chose d'extrêmement paranoïaque. Et moi, j'adore ça. Je trouve que c'est ce qui nous manque parfois dans nos scénarios français. Parce que dans les comédies, par exemple, il n'y a pas cette notion. C'est-à-dire que les gens disent ce qu'ils pensent ce qu'ils disent, ils font ce qu'ils font. Enfin, il n'y a pas de niveau. Alors que si vous mettez ce qu'on appelle une ironie dramatique, c'est-à-dire par exemple dans Je veux pas que tu t'en ailles, c'est un psy, il a un patient, le patient dit je suis amoureux d'une femme mariée, le psy découvre que c'est sa femme, et du coup au lieu d'arrêter,
il va essayer de comprendre pourquoi sa femme le trompe et en même temps de manipuler l'amant. Ben là, vous avez 2 niveaux. Et si en plus l'amant se rend compte que l'autre le manipule et qu'il va le manipuler à son tour, ça par exemple, ça venait d'un épisode de Friends, en fait, la série Friends, où il y avait un moment, il y avait, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Ross, il mentait, l'autre savait qu'il mentait, du coup l'autre savait qu'il savait, et voilà, il y avait une mécanique que j'adorais. Par exemple, là, c'est venu juste de ça. D'accord. Pour Je me sens pas belle, mon film Je me sens pas belle, c'était plus une émotion, c'est-à-dire je voyais un homme qui déshabillait une femme, et elle n'arrêtait pas de se dénigrer en même temps, à dire ah non, je ne suis pas belle, etc., je me sens pas belle. Et j'adorais cette émotion que je ressentais, qui était à la fois drôle et à la fois très intime, très touchant. Il y avait quelque chose... et j'ai bâti le film en partant de cette image-là. C'est-à-dire qui est centrale dans le film, en fait. Ce moment... et puis, j'ai compris après, en analysant le film, que ce que je racontais, c'était vraiment quelque chose de très important dans la relation homme-femme. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de lui dire non, non, je suis moche, quoi. Mais c'est pour lui dire ne t'enfuis pas, en vrai. Accepte-moi comme je suis. Et lui, en fait, effectivement... il continue, quoi. Ce qui est un peu le prince charmant, d'une certaine façon. Et Voilà. pour Une folle envie, j'ai vu que sur l'infertilité, qui était un sujet finalement dont on parle plutôt aujourd'hui, mais à l'époque, c'était moins évoqué. Et j'ai vu que c'était un sujet peut-être où tu avais été un peu... ça te parlait, vu qu'avec ta femme, Oui, c'est ça. En fait, ça venait de votre histoire personnelle. J'ai vu qu'elle a écrit le scénario avec toi, elle était scénariste aussi sur ce film. Oui, c'est le film qu'on l'a écrit ensemble parce que ça venait de notre histoire au départ. Voilà, de votre histoire, qui est un film touchant, j'ai pu voir. En fait, quand j'ai fait Je me sens pas belle, notre fils est né pendant le tournage. D'accord. Le fils qu'on raconte dans Une folle envie. Une folle envie. Donc voilà, la boucle était bouclée. Mais effectivement, et à l'époque, c'était un peu en avance, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de film sur ça. Après, moi, je sais que c'est le film que je trouve qui est le moins réussi pour l'instant, enfin, dans ceux que j'ai fait, parce qu'on m'a proposé d'en faire une comédie romantique, et parce que les 2 autres, c'était des comédies romantiques, mais je pense que je voulais faire quelque chose de plus sérieux. Il y avait un film à l'époque qui s'appelait La guerre est déclarée, qui était de Donzelli, qui était plus un combat d'un couple pour sauver leur bébé. Et moi, je voulais plus quelque chose de sérieux. Et je pense que le film, il est plus intéressant dans sa partie entre guillemets sérieuse et très documentée de comment on arrive à faire un enfant par insémination. Et d'ailleurs, là, pour le coup, ce film, la scène qui m'intéressait, c'était le moment où il y a l'insémination. Ils sont tous les deux dans une pièce qui est extrêmement glauque, mais c'est comme s'ils faisaient l'amour de la façon la plus belle, parce que si ça marche, ils savent exactement le moment où ça a été conçu. Et ce moment qui est un peu glauque se révèle d'une poésie incroyable. Et moi, je l'ai vécu en plus, donc, et je voulais faire le film pour cet endroit-là. Et d'ailleurs, il est très réussi dans le film, je trouve. Et donc, quand tu dis, je relève, tu dis, voilà, je voulais le faire dans un esprit plus dramatique, ça a été plus une comédie, parce qu'on a l'impression qu'en France, on demande beaucoup de comédie. Finalement, tu as été réalisateur, tu as été scénariste sur ce film. Aujourd'hui, on sait que le marché français est compliqué et qu'on attend toujours d'avoir des bonnes comédies parce que c'est le marché français. Comment tu vis ça en tant que réalisateur, comme scénariste, ces contraintes imposées dans le monde du cinéma? Oui, c'est vrai qu'il y a des contraintes, oui. Après, moi j'ai l'impression que, comme d'habitude, là vraiment je livre par expérience, c'est qu'en fait, les gens, il y a le domaine du mental où les gens ils disent il faut faire ça, ça a marché, telle comédie. En ce moment, par exemple, ils disent il faut de la comédie familiale, atypique, originale, avec un high concept, mais attention, il faut quand même que... Enfin, bon. Enfin, bref, c'est... Et en vrai, si vous proposez ce qu'on appellerait un pas de côté, quelque chose qu'en fait on n'a pas fait, tout à coup ils vont dire ah mais c'est bien ça, parce qu'évidemment du coup ils en reçoivent 200 des comédies familiales atypiques, machin, tout ce qu'on veut, donc finalement ça veut rien dire. Moi je crois qu'il faut vraiment faire ce qu'on sent, et ça c'est un petit secret que je vous livre, il ne faudra pas le raconter ailleurs. Je raconterai à personne. Voilà. C'est vraiment entre sauf que je vous ai filmé. C'est que je pense qu'il faut ruser en fait. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire croire qu'on va faire une comédie et après vous faites ce que vous voulez. D'accord. C'est ça, par exemple. C'est un petit Je me sens pas belle, c'était le cas, par exemple. C'est plutôt une histoire d'amour, en vrai. C'est assez drôle, les gens ont beaucoup ri, mais ce qui retiennent les gens, c'est l'histoire d'amour, en fait. Et la raison pour laquelle le film a marché, c'est ça. Et Marina Foïs, par exemple, quand on a fait le film, on savait clairement qu'on faisait vraiment une histoire d'amour. C'était ça qu'on voulait. Alors que je sentais bien que les distributeurs, par exemple, ils étaient contents d'avoir Marina Foïs, et quand ils lisaient, ils se disaient, on va presque faire une parodie de comédie romantique. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et moi, je n'ai pas démenti, j'ai dit, ouais, on va bien se marrer, quoi.
Mais en fait, on l'a pas fait comme ça. On l'a fait D'accord. très, très réaliste, en fait. Ok. Voilà. Et Et on comment... a fait le film, c'est ça qui compte. Et on a fait le film, ouais. Et ils ont aimé. Et qu'ils ont bien Et en fait, montré. en projection, ils s'attendaient pas, ils ont pleuré, en fait. C'était ça qui était génial. Ils disaient, Oui, oh là, on va bien se marrer, et puis en fait, parce que j'ai vu que tu disais dans une interview que pour toi, la recette dans mon film, en tout cas quand elle est au cinéma, c'était d'avoir une émotion, que ça te fasse rire, que ça te fasse un peu pleurer, qu'il y ouais. ait de l'amour, voilà, que ça dégage tout ça. Et finalement, c'est ce que tu essayes de faire ressortir dans tous tes films. Bah, ce qui est difficile, c'est que quand on va au cinéma, finalement, déjà, c'est difficile d'y aller sans avoir vu la bande-annonce. Ça serait mieux, parce que les bandes-annonces disent beaucoup trop de choses maintenant. Beaucoup. Mais quand on voit des films, euh, par exemple, moi je suis allé voir 1917 en ce moment, le film de Sam Mendes, et on nous vend plutôt l'exploit technique, alors qu'en fait le film est très émouvant. Et c'est ça qu'on sort. Quand on sort, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est incroyable en mise en scène, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'on est bouleversé par l'histoire du personnage. Et finalement, c'est ça qu'on a envie. On a envie de ressortir avec des émotions. Bien sûr. Mais la notion de surprise aussi. Je pense qu'on a besoin d'être surpris. On vient voir quelque chose et on a un petit supplément d'âme quelque part. C'est ça qui est important. Et ça, c'est le plus difficile à faire. D'accord. Et une autre question, comment tu sélectionnes un bon projet quand tu as 50 projets dans les bras? Je ne sélectionne pas en fait. Tu les fais tous? En fait, ça s'agence, mais ça, c'est par le. En fait, je fais un travail depuis plusieurs années qui est un travail sur l'intuition. J'essaie de travailler vraiment. J'ai une espèce de petite formule qui dit essayer d'écouter au maximum son intuition et avoir l'audace de la suivre. Et donc, j'essaie de travailler comme ça. Et du coup, ça marche pas toujours parce que c'est très difficile d'écouter son intuition. Parce que les gens disaient l'intuition, c'est quoi? Parce qu'on dit la bonne intuition, la mauvaise intuition. En fait, l'intuition, c'est l'intuition. En fait, et des fois, les gens, ils pensent que l'intuition, c'est par exemple, c'est écouter son cœur. En fait, c'est pas du tout ça l'intuition. Ça aussi, encore un petit secret, c'est que l'intuition, des fois, c'est aussi tout vous dit de ne pas faire quelque chose, mais il y a quelque chose d'encore plus supérieur en vous qui vous dit il faut que je le fasse quand même. Alors qu'on pourrait se dire que si j'écoutais mes émotions à ce moment-là, au contraire, mon cœur, il se serre. Au contraire, il ne faut pas y aller. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est le contraire. Des fois, il y a quelque chose qui vous dit, par exemple, vous avez un coup de fil à passer, vous savez que vous devez le passer, vous avez peur de le passer, mais vous savez que c'est important de le faire à ce moment-là. Et donc, vous le faites ou pas. C'est ce que j'appelle suivre son intuition. Et ben pour les projets, c'est pareil. Parce que j'ai cette petite croyance que les choses, elles s'ordonnent, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de les sélectionner, puisqu'en fait, les choses se font quand elles doivent se faire. Et donc, la sélection se fait naturellement. Mais comme dans la vie, c'est un peu comme si on mangeait normalement, c'est-à-dire si on s'arrête à satiété, normalement. Moi, je mange très vite, mais j'apprends à ralentir. Et y aller lentement. Moi aussi, Voilà. je mange assez vite. Ouais, Et bah c'est pas ça, bon, hein. bah ça C'est très prend, hein. mauvais. Bah, plus on mâche, mais c'est vraiment une façon de vivre. Hein. C'est que faut mâcher la vie, quoi, un peu. Faut prendre le temps, Exactement, exactement. désirer, Ouais, on ressent. Bah, faut être dans le corps, en fait. Hein. C'est ça le truc. dans l'instant, Dans l'instant, le moment présent. le moment présent. Écartolé. Je fais un petit lien avec aujourd'hui les marques Ouais. et le cinéma. Toi, tu as déjà pu faire du placement de produits dans tes films. Comment Ouais. tu vois ça aujourd'hui? Enfin, Bah, comment en fait, tu vois le marché? moi, sur mes films, il y en avait, bien sûr. Bah, par D'accord. exemple, sur Je me sens pas belle, alors il y avait cette petite anecdote amusante. Le personnage, pour l'apéritif, dit bah, tu veux quoi? Tu veux un whisky, un coca, ce qui est du langage courant, Oui. en fait, on dit ça. Et Coca, ils nous disent, bah Coca, on s'en fout un peu de placer du Coca, quoi. Par contre, on a Orangina, on veut placer, donc est-ce que vous pouvez dire Orangina? Et du coup, ma phrase ne veut plus rien dire, parce que tu veux un whisky, tu veux un Orangina? Personne ne dit ça, enfin, il faut le placer autrement. Il faut le placer de façon plus subtile. Par exemple, là, j'ai des sodas, dit, ah, mais t'as pas le dernier. Enfin, voilà, c'est très subtil ce que je viens de faire. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, ça c'est pour moi, c'est du mauvais placement de produit. Enfin, entre guillemets, voilà, c'est pas. Il faut trouver des façons de le faire. Et moi, le peu de fois où je vois des placements de produits, en fait, je pense que le bon placement de produit, on le voit pas, en fait. Très, très étrangement. Je parle dans un film. Hein. Il y a quand même un film où tu as retenu comme qu'il y avait un placement de produit, il y avait une Dans marque les qui était James Bond, il y a intégrée. les voitures. Hein, non, non, mais enfin, c'est normal, on les voit souvent parce que ça jette. Mais quand même, moi, je trouve que c'est dans les clips qu'on les voit beaucoup, les placements de produits. Parce que ça choque, quoi. C'est vraiment. Le mec qui chante, tout à coup, il a une barre de je sais pas quoi, de céréales. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Mais je pense qu'ils vont vite et qu'ils se posent pas de questions, ils s'en foutent, c'est pour ça. Mais il n'y a pas de créativité particulière, je pense.
Et alors, ça me fait rebondir un peu sur tous les nouveaux formats aujourd'hui. Ouais, Donc, il y a Netflix qui a un peu bouleversé ouais. le monde du cinéma. Là, il y a des YouTube. Aujourd'hui, comment tu vois ce marché? Comment tu le vois plutôt comme une menace, comme quelque chose dans lequel tu as envie de t'introduire? Je sais que tu as fait déjà des séries, mais comment tu te places par rapport à tout ça? Moi, je pense que Netflix, Amazon, tout ça, c'est vraiment des opportunités très grandes. D'accord. Vraiment, il y a vraiment. Moi, en tant qu'auteur ou en tant que réalisateur, par exemple, Netflix, quand ils commandent quelque chose, vous avez un rétro-planning très, très strict. Par exemple, Mhm. il y a 10 mois pour euh, clé en main pour livrer la série. Moi, ça me convient très bien de faire comme ça. T'as des projets en cours? Non, pour Netflix, non, non, non. Mais j'adorerais. Enfin, on essaye d'en faire en tout cas. D'accord, Oui, oui, bien sûr. Et en plus, ils vont avoir une obligation d'investir en France qui est assez importante, visiblement. d'accord. Donc il va y avoir beaucoup d'argent. Non, non, je vois pas ça comme une menace. Je pense que de toute façon, les gens, le cinéma n'a jamais autant marché en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma, en fait, en vrai. En 2019, il y a eu plus d'entrées qu'en 2018. Alors on peut dire que c'est les films américains, etc. Mais de toute façon, je pense que moi, personnellement, si on parle des petits films français, parce que c'est ça le problème, j'aurais plus tendance à me dire, tiens, sur Netflix, pourquoi pas, j'essaye un quart d'heure, et puis si ça me plaît, je continue, alors que sinon, j'irai pas au cinéma le voir. Je vais plutôt aller voir 1917, ou voilà. Donc pour moi, c'est une fausse question. Moi, j'habite à Montreuil, donc Oui. voilà, c'est pour mes fans, si vous voulez savoir où j'habite, voilà. Voilà, j'ai un cinéma qui s'appelle le Méliès, qui est un des plus grands D'accord. cinémas d'auteur de France. Oui. Donc j'ai l'occasion de voir plein de films qui sont pas, enfin qui sont des films d'auteur, et c'est génial, quoi, des films coréens, des films chinois. Donc Donc, tu verras. donc c'est très important qu'il y ait du cinéma. Mais pour moi, Netflix c'est une opportunité, ouais, plus qu'autre chose, parce que ça va faire bouger aussi nos chaînes traditionnelles, Oui. parce qu'ils sont obligés. Mais tu Donc es obligé de s'adapter, ouais. peut-être même à ouvrir leurs portes Ah bah oui, bah aux gens ici, qui ne sont pas du sérail, parce que finalement, c'est très fermé, c'est très ouais, c'est cloisonné, le très monde compliqué. du Oui, puis on est cinéma. vite, enfin on est vite has-been aussi. Enfin moi je suis plus tout jeune. On voit bien, voilà, on est toujours à la frontière. Après on revient tout le temps aussi. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de. Je citais Eric Rochant par exemple, c'est vraiment quelqu'un qui est revenu par la série quoi, qui maintenant est très haut. Mais il a eu 10 ans, il n'y avait rien quoi. Donc il n'y a pas de. C'est ça qui est bien aussi. Moi c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'en fait on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est vraiment une vision de la vie quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses formidables, puis après, c'est pas grave. Moi, j'ai des moments dans ma vie, j'étais très riche, moins riche, enfin, c'est pas très grave. Je pense que, fondamentalement, étant comédien quand j'étais jeune, je savais que de toute façon, j'allais galérer, enfin, à la base. Oui. Donc, j'ai plutôt été servi dans le bon sens. Euh, mais ça n'a jamais été mon moteur. Donc, je vois pas les choses comme une menace, c'est ça que je veux dire. D'accord. C'est ça que j'essaie de C'est dire, en fait. plutôt une opportunité et En général, je d'ouvrir vois plutôt les choses comme des oh oui. opportunités. Parce que ça Voilà. pourrait faire peur, parce que ça a été Netflix, on a vu Festival de Cannes, ça Ouais. a été hué, etc. Donc, je pense que Ouais, mais c'est les normal choses parce vont que bouger. ouais, non, mais c'est normal parce que il faut protéger le cinéma français, c'est vrai. Il faut le protéger. Mais en même temps, enfin, ça arrive, donc il faut bien se Il faut faire avec. s'adapter, quoi. Oui, bah, de toute façon, on s'adapte, on est obligé. Donc, mais moi, je vois plutôt. En plus, je trouve que le niveau monte en ce moment sur Netflix, pas sur les trucs français particulièrement, mais il y a les séries qui commencent à. Il y a Messia que j'ai vu hier. Enfin, c'est vraiment très très bien. Donc, des programmes originaux, je parle de Oui, Netflix. bien sûr. Donc, ça veut dire que s'il y a de la qualité, c'est pas grave. Ok, et donc bah, pour finir, tes 3 films que tu pourrais recommander à notre communauté, que là, les 3 films qui t'inspirent du moment. Euh, du moment, alors moi alors c'est toujours une question difficile parce qu'on aime tellement de choses. Il y a les séries aussi. Moi, j'adore. Enfin, je suis un fan de séries. En cinéma, euh, alors il y a mon film de chevet, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, ça c'est parce que souvent les gens ils citent par exemple Le Parrain, des choses comme ça. Moi, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Pour plein de raisons que je ne vais pas prendre le temps là. Ou alors si Moi, tu tu veux. peux. Bon, en fait, sur la narration, c'est tu connais l'étude une fois dans l'Ouest un Oui. peu? Ouais, d'accord. Bah, en fait, au moment où ils font le duel, tout à coup, on comprend pourquoi il est venu se venger. Il y a un flashback où on voit son frère qui est pendu. Et, voilà, on découvre la raison de sa vengeance à ce moment-là. Donc, le climax de ce film,
résout en même temps le mystère qu'on a de ça. Et je trouve que c'est un des plus beaux climax du monde et le plus émouvant. C'est vraiment très très beau. La musique est géniale, etc. Donc pour cette raison-là, j'adore le film. D'accord. Et sinon, j'adore Interstellar. Je parlais de R avec Joaquin Phoenix, c'est Oui. un film que j'adore. C'est des films moi qui m'inspirent. Dans les films récents, enfin pas si récents, mais La La Land, j'adore par exemple. Vraiment, J'adore aussi ce La film. La Land, C'était le thème de mon mariage. Ah, bravo. Mais non, j'adore. Enfin, moi, il y a il y a beaucoup de films que j'adore, en fait, en vrai. J'adore toutes les comédies romantiques, j'adore, parce que ça, c'est aussi ma came. Tout ce qui est science-fiction, voilà, enfin, tout ce qui est... Et puis en série, il y en a plein, il y en a tellement. Là, dernièrement, il y avait Succession, je ne sais pas si tu as regardé, c'est vraiment Succession, génial. non, je ne l'ai pas vu. C'est vraiment génial. D'accord. Il y a Fleabag, extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup Ray Donovan, c'est une série que peu de gens regardent, mais que j'aime beaucoup. Ok. Et voilà, on a chacun. En fait, on a des séries, ça dépend. Avec mon fils, je regarde telle série, avec ma femme, voilà. T'adaptes en fonction de... Ouais, enfin, c'est ça. La série rythme beaucoup nos vies, moi, je pense. Enfin, Ah, en c'est tout cas, la vrai. mienne, oui. Ouais. Moi, ça Un l'a peu rythmé moins. avant, un peu moins maintenant, parce qu'elle est petite, la mienne. Ah oui, Depuis voilà, que j'ai une donc c'est petite plus fille, c'est sur les dessins animés. Donc, alors. non, même pas, mais c'est que j'ai pas le temps. On n'a pas trop le temps de regarder, mais je regardais beaucoup de séries. J'ai beaucoup aimé House of Cards. Bah oui, bien sûr. Voilà, enfin, il y en a plein que j'ai aimé. Bah oui, il y en a plein, mais en fait, il y en a partout. Il y en a plein. Donc, C'est pas la... Ouais, il faut trouver le temps, mais ça va. Enfin, ok. bon, il est grand. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Merci à toi. Bernard, pour cette interview et à très vite. Merci. Merci.